lequel je voudrais venir, on l'appelle ACR ou Adobe Camera Raw. C'est un moteur de développement des formats RAW. Les formats bruts des images sont propriétaires au boîtier. Ils sont propriétaires au fabricant du boîtier, mais en plus au boîtier. C'est-à-dire que chez le même fabricant, si j'ai deux boîtiers, je vais pas forcément avoir le même RAW. Donc c'est vraiment quelque chose de très très spécifique. Et ce que fait Adobe, soit le fabricant du boîtier donne des informations sur comment est structuré ce fichier RAW pour que justement Camera Raw puisse lire ce fichier RAW et travailler dessus, soit le fabricant ne donne pas ces informations et Adobe va, entre guillemets, essayer de craquer le RAW pour pouvoir travailler dessus. Alors des RAW, chez Nikon, ça s'appelle des NEF. Chez Olympus, ça s'appelle ORF, hein, Olympus RAW Format. Chez Canon, CR, alors CR2, il y a CR3 maintenant. Voilà, c'est Canon RAW 2, RAW 3 suivant les versions. Voilà. Et en fait, autant de boîtiers, bien souvent, autant de fabricants, autant de RAW différents. Donc ça, c'est un côté qui est important, c'est que quand on a un nouveau boîtier qui sort chez nos fabricants de boîtiers, bien souvent, ils ont un nouveau RAW et il faut mettre à jour Camera Raw pour qu'ils puissent travailler sur ces images, les voir et travailler dessus. Donc il y a des versions, des mises à jour qui sont régulières de Camera Raw pour supporter les nouveaux boîtiers. Et d'ailleurs, je vous ai mis un petit lien, mais c'est quelque chose qui est assez facile à trouver. De toute façon, quand on fait des mises à jour, ce moteur de développement des fichiers RAW qu'Adobe a développé, en fait, est utilisé dans tous les logiciels Adobe. Que ce soit des logiciels photo, comme Photoshop, comme Lightroom, que ce soit des logiciels vidéo, comme Premiere Pro, comme After Effects, que ce soit des logiciels de création, comme Illustrator, InDesign, ou autres, des logiciels web, ils vont tous utiliser en fait le même moteur pour être sûrs d'interpréter de la même manière les fichiers RAW et qu'il n'y ait pas des interprétations qui soient différentes souvent d'ailleurs au niveau de la gestion des couleurs, et c'est là où on peut avoir des petits problèmes. Il y a un point, s'il y a le DNG est le Digital Negative Format, c'est un format RAW qui a été développé par Adobe. Donc c'est un format RAW qui est libre de droit. Adobe a proposé en fait un format RAW de base, utilisable par tous les fabricants de boîtiers. La plupart ne veulent pas l'utiliser et avoir leur format propriétaire. D'autres veulent bien l'utiliser parce qu'ils trouvent très pratique de ne pas avoir à redévelopper ça. C'est le cas de Leica, c'est le cas de Blackmagic Design, donc qui sont des fabricants de boîtiers et qui ont forcément des images au format RAW et qui vont nous permettre de les exploiter en exploitant directement depuis les boîtiers des DNG ou d'autres formats. Mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant au niveau du DNG. On va dire que le DNG a pour but d'être un genre de RAW universel. En tout cas, ça peut être très pratique parce que si, par exemple, j'ai une version d'un logiciel qui ne sait pas interpréter le format RAW de mon boîtier qui est plus récent, je peux télécharger sur le site d'Adobe DNG Converter qui, lui, est mis à jour en même temps que Camera Raw, qui va pouvoir convertir un fichier RAW en fichier DNG. Et à ce moment-là, le fichier DNG pourra être exploitable par mon logiciel. Donc, ça peut être aussi une passerelle qui peut être intéressante dans ce cas. Alors, j'ai des questions. Quelles sont les différences entre les RAW développés par Lightroom et Camera Raw? Mais en fait, il n'y a pas de différence. Lightroom développe les photos en utilisant Camera Raw. Donc, quand je développe une photo dans Lightroom, j'utilise Camera Raw. Et donc, la photo, elle est développée par Camera Raw dans tous les cas. C'est pas Lightroom qui développe la photo, c'est Camera Raw. Il est intégré à Lightroom. J'ai une autre question, là, j'ai un EOS D700, il enregistre les photos en DNG. Ben, c'est parfait. Il enregistre les photos en DNG, donc on charge directement les RAW DNG, et c'est très bien, c'est pratique. Le DNG est très complet, il contient bien souvent à la fois l'image RAW et puis une prévisualisation très intéressante. Un point important, l'organisation des photos. C'est pas facile parce que ça nécessite d'une part de bien comprendre son environnement informatique, de bien comprendre où sont les photos, où on les charge, où on les décharge depuis notre carte, où elles sont stockées par les différents logiciels, et d'avoir en fait une méthodologie à laquelle il faut se tenir. Alors des méthodologies, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas
une particulière. J'ai rencontré des photographes professionnels qui avaient des méthodologies tout à fait particulières par rapport à l'environnement de travail. Donc, c'est vraiment lié, je dirais, au flux de production. Mais une fois qu'on a défini un mode d'organisation, il faut s'y tenir, il faut y rester de manière à pouvoir retrouver ça de manière facile et constante. C'est pour assurer en fait la pérennité des photos qu'on a prises, parce qu'il y a des photos qu'on a prises, on ne pourra peut-être pas les refaire et on veut les garder. Alors les photos, elles sont stockées soit sur le disque dur interne de notre ordinateur, ça c'est la méthode, je dirais, la plus simple. Si on a un gros disque dur et qu'on n'a pas trop de photos, c'est très très bien. Si on commence à avoir énormément de photos, eh bien, on va utiliser un disque dur externe. Et à ce moment-là, les photos, on les stockera sur un disque dur externe. On peut aussi les stocker sur des clouds. Il y a différents types de clouds. Alors, ça veut dire quoi les stocker sur le cloud? Ben, c'est un service. En fait, c'est un service qui est offert ou vendu, suivant le cas, suivant la quantité de stockage, par différents fournisseurs, que ça soit Microsoft, que ça soit Dropbox, que ça soit même Adobe, que ça soit Apple, il y a différentes formules. On peut même en avoir plusieurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est lequel on va utiliser pour ces photos et comment on va l'utiliser. Bien souvent, je rencontre des personnes qui me disent « Ah ouais, mais bon, le cloud, c'est embêtant, faut être connecté, et puis c'est pas sûr, et puis qu'est-ce qui se passe, et puis on va voir mes photos, on va me les piquer, ceci, cela. » Alors, on peut y avoir beaucoup d'a priori sur le cloud. Le cloud en tant que tel est un environnement qui est très sécurisé et qui est de plus en plus sécurisé, qui se sécurise de plus en plus. Bien souvent, quand on veut se connecter sur son service cloud, on est maintenant lié à faire une double authentification, c'est-à-dire que on rentre un login, souvent c'est notre adresse mail, un mot de passe, et puis une fois qu'on se connecte, il nous envoie un code sur notre smartphone qu'on doit recopier pour vraiment rentrer dans les fichiers. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de sécurisé, de plus en plus sécurisé. L'intérêt du cloud, dans ce cas-là, c'est que si jamais votre ordinateur tombe en panne ou brûle ou est volé ou n'importe quoi, eh bien, tout ce qui était dedans, vous l'avez plus. Alors que le cloud, ce qui est dans le cloud, c'est dans le cloud. Donc, si vous prenez un autre ordinateur et que vous vous connectez au cloud, vous récupérez tout ce que vous avez. Et donc, si vous avez perdu votre ordinateur, vous n'avez pas perdu vos photos. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très, très sensible. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que je dis, pensez avoir une, voire deux sauvegardes. On peut très bien avoir une sauvegarde sur disque dur et avoir une sauvegarde dans le cloud. Il y a je dirais, la théorie, puis il y a la pratique. Tout le monde comprend en théorie que c'est important d'avoir des sauvegardes. Ça permet, s'il y a un problème, de retrouver ces images d'une manière ou d'une autre. Mais dans la pratique, le temps passe, on n'a pas le temps, on s'organise pas, les sauvegardes, on les fait pas tout le temps. Donc c'est quelque chose, je dirais que c'est une obligation qu'il faut arriver à mettre en place. C'est vraiment à mettre en place un système de sauvegarde. Alors, ce que je peux vous expliquer, c'est ce que je fais. Ce que je fais, c'est pas forcément la meilleure des règles, c'est celle que j'ai adoptée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un dossier de photos, et dans ce dossier photo, j'ai des sous-dossiers par thème. Les photos qui sont correspondantes au travail, les photos qui sont correspondantes à la famille, aux activités éventuellement, et donc aux activités, j'ai des photos pour la plongée. Et donc j'essaye de classer les photos, je dirais, par principaux thèmes. Donc ça, c'est déjà une manière de faire. Ensuite, dans ces dossiers, on va nommer les dossiers. On a été, par exemple, à Beaumont, faire une sortie photo. C'était, je vais donner une date au hasard, le 10 avril. Eh bien, quand je vais créer mon dossier Beaumont, je vais mettre comme nom l'année, 2 chiffres suffisent, donc 22 pour cette année, le mois 04 et le jour 10. Ensuite, le lieu, Beaumont, et puis éventuellement à l'intérieur, j'aurai davantage de dossiers si j'ai fait plusieurs plongées ou si j'ai fait des photos terrestres, des photos sous l'eau, je vais peut-être organiser différemment. Mais déjà, le dossier principal, je vais lui donner cette nomenclature, l'année en premier, le mois après et le jour en dernier. Ça va permettre en fait de faciliter le tri. Quand on fait un tri par nom dans nos ordinateurs, qu'on soit sur Mac ou sur PC, ça n'a aucune importance, eh bien automatiquement ça va se trier par rapport au nom des fichiers
et ça va me classer mes fichiers par date. Et si quelqu'un me dit, ah, au fait, tu pourrais pas me passer quelques photos qu'on a fait là cette année, cet été à Cap-Sizun, là, bah, je vais tout de suite retrouver directement les photos, voilà, en fonction de ce classement que j'aurais mis en place. Bon, là aussi, encore une fois, il y a plusieurs manières de faire. Je vous ai expliqué la mienne. Il y a peut-être d'autres manières plus pertinentes par rapport à vos besoins. Ce qu'il faut, c'est y réfléchir. Et une fois qu'on l'a mise en place et s'y tenir, c'est quelque chose qui est quand même très, très important. Maintenant, bien souvent, on va prendre des photos. Donc, ces photos, eh ben, elles sont sur carte mémoire et il va falloir charger les photos depuis la carte mémoire sur l'ordinateur. Alors, il y a plusieurs manières. On peut avoir un lecteur de cartes. On peut avoir des cartes qui ont directement un Wi-Fi, où on peut connecter son boîtier avec un câble USB pour accéder aux photos qui sont dans le boîtier. Il y a plusieurs manières pour récupérer ces photos. Mais c'est après, on les récupère comment sur la machine. Quand on utilise Lightroom, Lightroom a une fenêtre d'importation qui permet de faire tout ce travail, qui va permettre de choisir les photos qu'on veut importer, de les importer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, quand Lightroom importe les photos, il les copie pas, c'est vrai, mais on peut lui demander en même temps, et je vous montrerai ça tout à l'heure, eh bien, de les copier dans un dossier spécifique, voire même d'en faire une copie de sauvegarde dans un autre dossier. Donc, c'est très complet, ça marche très très bien, ça demande un petit peu d'attention, un petit peu de rigueur, mais c'est très très efficace. En plus, si on a fait des erreurs, il va savoir gérer très facilement les doublons. Donc ça, c'est une méthode qui marchera très bien. Moi, souvent, je me rends compte que je fais aussi beaucoup de manière manuelle. C'est-à-dire que je charge les photos depuis mon boîtier, quelle que soit la méthode, câble, Wi-Fi ou lecteur de carte, peu importe, mais je fais manuellement dans un dossier que je mets dans mon ordinateur à un endroit précis que je nomme de manière précise et je glisse ces photos dedans. Je vais pas tout de suite dans Lightroom. C'est mon choix. C'est là encore des personnes qui vont travailler d'une manière soutenue dans Lightroom vont le faire directement depuis Lightroom et elles auront raison de le faire parce qu'elles vont s'établir un cheminement, un flux de production rigoureux qui sera toujours le même et auquel elles se tiendront. Bon, moi, je suis un petit peu plus éclectique, donc les photos peuvent me servir à différentes choses. Je vais pas forcément les travailler, les traiter dans Lightroom. Donc voilà, je préfère le faire manuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, quand on va créer des dossiers avec les photos à l'intérieur, que ça soit depuis la fenêtre d'importation de Lightroom ou que ça soit manuellement, ces photos sont accessibles par tous les logiciels ou que ça soit Faston, Bridge, Lightroom, Photoshop ou d'autres logiciels. Et ensuite, une fois qu'on a importé les photos, il faut commencer à faire le tri. Alors, on a déjà pu faire un pré-tri au niveau de son boîtier en éliminant ce qui était les photos qui étaient pas bonnes, hein, mais souvent on a besoin de faire un tri un peu plus fin. Et ce tri, on peut le faire sur l'Explorer sous Windows ou sur le Finder ou avec le Finder du Mac. Moi, j'aime bien le faire avec Bridge. Alors, pourquoi je le fais avec Bridge? Parce que Bridge est en fait un explorateur de fichiers comme le Finder, comme l'Explorer, qui a des fonctions plus étendues. Et c'est assez pratique à faire. Donc, ce que je peux faire, c'est vous montrer un petit peu comment ça se passe dans Bridge. Bridge, c'est un logiciel qui est fourni avec les logiciels Adobe. Donc, il est fourni avec Photoshop ou les autres logiciels, Premiere Pro, After Effects, ou ça dépend ce qu'on a. Donc, c'est un logiciel compagnon. On peut pas l'avoir seul. Il accompagne un autre logiciel. Mais quand on l'a, on l'a et on peut l'utiliser. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Là, vous voyez, je suis dans Bridge. Rapidement, au niveau de l'interface, dans Bridge, vous avez en haut des espaces de présentation, des modes de présentation. Si je clique sur Indispensable, je vois mes photos d'une certaine manière. Il y en a un qui s'appelle Bibliothèque. Il y en a un qui s'appelle Film Fixe. Moi, souvent, je pars de ce mode-là, film fixe. Je vois les photos ici. Je vois en dessous un film de l'ensemble des photos. Et ce qui est intéressant, je vois ici en haut à gauche des favoris. Mais si je clique sur Dossier, je vois en fait l'arborescence de mon disque dur. Donc vous voyez ici, j'ai bien en fait
je suis comme dans un Explorer avec leurs différents contenus. Et quand je clique sur un contenu, eh bien, je peux changer son nom, comme je le ferais dans l'Explorer ou le Finder, mais je peux aussi ouvrir pour voir ici son contenu, ses sous-dossiers, s'il y a des sous-dossiers. Vous voyez, par exemple, là, le GAPO, hein, quand la sortie du GAPO, ben, j'ai fait plusieurs sous-dossiers, qu'est-ce que j'ai pris avec la GoPro, ce que Lolo a pris du GAPO, et ainsi de suite. Et là, j'ai un dossier que j'ai appelé TG6J3, parce que j'ai fait ce jour-là les photos de mon TG6, et c'était le 3e jour. Quelque chose d'assez simple. La racine, je dirais, du dossier, vous voyez que j'ai bien indiqué l'année, le mois, le jour et le lieu. Donc, je m'y retrouve assez facilement. Je peux cliquer sur n'importe quelle image et je vais la voir apparaître comme ceci. Bon, très bien. Ce qui permettra de la choisir et de décider ce que j'en fais. J'ai une zone en bas à gauche qui s'appelle filtrer. Et là, c'est intéressant parce que je vais pouvoir faire des pré-tris. Par exemple, si je suis sur une machine, souvent c'est le cas quand on est sur un site, on a notre portable et notre portable n'est pas forcément très puissant, je peux lui demander de me montrer que les fichiers JPEG. Et à ce moment-là, je vois à l'écran que les fichiers JPEG. Si je clique sur chacun d'eux, vous voyez le nom, c'est toujours JPEG. Alors que si je coche pas la case JPEG, je vois toutes les photos et je vois aussi bien les JPEG que les fichiers RAW. Donc là, je vais commencer par dire, je prends que les fichiers JPEG. Et là, je vais pouvoir les passer en revue. Donc, je suis sur le premier. Je peux utiliser, alors, cette photo me plaît ou pas. Et en fonction de si elle me plaît ou pas, je vais pouvoir rajouter des étoiles dessus. J'ai en fait agrandi un petit peu le film fixe. Et quand j'arrive sur une photo qui m'intéresse, si cette photo m'intéresse, je peux lui attribuer des étoiles ou dire que je ne veux pas du tout d'étoiles. Donc, ça permet de faire un premier tri de photos. C'est-à-dire après, on va se donner, par exemple, on se dit, tiens, une étoile, c'est des photos qui sont nettes, mais bon, pas sûr que j'ai bien. 2 étoiles, c'est des photos, par exemple, je pense que je vais effectivement peut-être travailler dessus ou peut-être recadrer une zone qui m'intéresse. Photo 3 étoiles, c'est sans doute une photo sur laquelle je vais travailler, qui correspond à effectivement ce que je cherchais. Et puis 4 étoiles, par exemple, on se dit, bon, bah ça, c'est la photo, il y a même quasiment besoin de rien faire. Tout de suite, elle est bonne, en tout cas, elle est indispensable. Même si je dois la retoucher, je ferai quelque chose. Donc, vous voyez, là, ici, on voit les étoiles qui ont déjà été mises sur certaines photos, d'autres photos qui n'ont pas eu d'étoiles. Voilà, celle-ci est trop sombre, je vois pas l'intérêt, donc j'ai pas mis d'étoiles. Celle-ci, je me dis, tiens, elle est bien nette, donc effectivement, je voudrais voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Je peux même zoomer sur des parties pour voir si c'est bien net. J'ai une petite loupe, c'est quelque chose qui est très pratique. Donc je fais un tri comme ça. Là, je parle, donc ça paraît un peu lent, mais quand on le fait assez vite. Ce qui me permet après de demander d'afficher toutes les photos, JPEG et RAW, et éventuellement, je vais passer dans un autre mode, voilà, comme ceci. Et là, ici, j'ai côte à côte, en fait, les RAW et les JPEG. Vous le voyez d'ailleurs, c'est le même numéro. Ici, PA 310411 JPEG, et ici, la même en ORF. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir dire, bah, hop, je vais mettre aussi sur mon image, en RAW, la même étoile. Alors pourquoi? Parce que là, j'ai chargé les 2 photos. Si j'avais eu que des RAW, j'aurais travaillé directement sur des RAW, peu importe. Souvent, l'idée, c'est de développer à partir des RAW. Mais encore, et ça, j'y viendrai sans doute à la prochaine séance, mais pas que. Les RAW, c'est bien parce que ce sont des photos qui sont très riches en informations, mais quand on a des photos qui sont déjà très très belles, en JPEG, il n'y a pas forcément besoin de passer du temps sur les... Et de toute façon, on peut synchroniser entre les deux s'il y a besoin de faire quoi que ce soit. De cette manière-là, en fait, eh bien, je vais directement ici décider pour chacun des RAW correspondant au JPEG que j'ai déjà annoté, eh bien, d'indiquer les mêmes étoiles. Alors là, c'est un petit peu lent et je ne vais pas toutes les faire, mais c'était juste pour vous indiquer un petit peu la méthode. Quand on fait un tri, de toute façon, ça prend un peu de temps de faire un tri. Et ce qu'il faut, c'est trouver une organisation qui nous permette de gagner le maximum de temps sans avoir à trop perdre. Il y a même des raccourcis clavier qu'on vient sur les images. On a des raccourcis clavier pour mettre les étoiles.
D'ailleurs, on doit pouvoir retrouver ça. Vous voyez, 3 étoiles, c'est CTRL 3. Donc après, les raccourcis clavier, c'est intéressant, tout simplement parce qu'on gagne du temps. Et une fois qu'on a fait ça, on a ici le nombre de photos. Dans la partie gauche, on a, si je veux voir toutes les photos où j'ai mis 2 étoiles, eh ben voilà, j'ai toutes les photos où j'ai mis 2 étoiles. Je peux décider à ce moment-là de conserver 2 étoiles pour l'instant ou pas. Hein. Ça permet d'affiner le tri. Ensuite, j'ai les photos ici avec 3 étoiles. Bon, très bien, parfait. Ça me convient aussi. Et puis là, j'ai les photos avec 4 étoiles, permettront de travailler sur les éléments. Bonsoir. Pourquoi on ne travaille pas directement sur du RAW? Le Euh, fait d'avoir des JPEG à côté. ta question est très pertinente. Ta question est très pertinente. Pourquoi pas travailler directement sur du RAW et pourquoi travailler sur du JPEG? Là, pour le classement, l'idée, c'est que si je suis sur un portable, le portable va parfois mettre un petit peu de temps à afficher les RAW et il va aller plus vite sur les JPEG. Donc, c'est pour ça que je peux faire un pré-tri sur les JPEG et après synchroniser sur mes RAW au niveau des étoiles. Maintenant, quand on va développer, là, c'est autre chose. Est-ce qu'on va partir du JPEG ou du RAW? Moi, je dirais que ça va dépendre de la photo. Mais que bien souvent, en plongée sous-marine, on va utiliser le RAW parce que le RAW va avoir davantage d'informations et surtout, il va nous permettre de travailler sur la balance des blancs. Et cette balance des blancs est importante quand on travaille sur les photos sous-marines, justement par rapport aux sources d'éclairage que l'on a pour pouvoir rééquilibrer les photos, pour pouvoir supprimer des dominantes qu'on pourrait avoir avec peut-être un filtre qu'on aurait mis ou autre chose. Donc, de base, oui, tout à fait. On va travailler sur le RAW. Mais ce qui est intéressant avec le JPEG, j'ai un RAW, c'est un fichier brut. Et quand je demande dans mon boîtier de me créer un RAW plus un JPEG, le JPEG va être le résultat de mon fichier brut avec les réglages que j'ai mis à l'intérieur du boîtier. Ce qui fait que je vais avoir un JPEG qui va être proche d'une image qui peut-être me plaît déjà, même si elle doit être améliorée. Et je pourrais repartir du RAW pour aller encore plus loin sur le travail sur l'image. Ça répond à ta question? Oui, oui, ça répond à D'accord. mes questions. Après, encore une fois, chacun doit adapter son flux de production par rapport à ce qu'il veut faire. Après, Donc, il faut les gérer aussi, les JPEG. Il faut les non, stocker. ça pèse rien par rapport au RAW. Les espaces de disque dur sont pas non plus quelque chose qui coûte très très cher à l'heure actuelle. Donc le stockage n'est pas quelque chose qui pose aujourd'hui un gros problème. Le JPEG, il est intéressant si par exemple tu prends une photo et que tu as besoin tout de suite de la partager, tu peux le faire. Tu peux tout de suite partager le JPEG. Tandis que le RAW, si tu veux le partager, il va falloir que tu le développes. Donc tu vas passer plus de temps. Donc si tu as besoin d'une immédiateté sur la vision de la photo, le JPEG est très pratique. Après, si tu as besoin de travailler sur la photo, le RAW sera plus intéressant. Mais d'ailleurs, dans un concours, eh bien, quand tu rends tes images à la fin, bien souvent, ce sont tes JPEG qui sont pris, qui sont utilisés pour voir en fait ta photo et pour participer, je dirais, au classement final. Donc le JPEG reste quelque chose d'important, d'autant plus que nos boîtiers font de très bons JPEG. Quand on demande des JPEG de qualité fine, ce sont des JPEG qui ont déjà beaucoup d'informations, qui sont très très fins au niveau de la résolution. Voilà. Mais le débat existe et on peut se dire, dans certains cas, est-ce que j'ai besoin du JPEG, j'ai pas besoin du JPEG? La question peut être posée et il y a des discussions souvent qui sont très importantes là-dessus.